Alors aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la gestion de projet, la gestion de l'échéancier, en se basant sur le chapitre 6 du guide PMBOK. On va voir ensemble comment on passe d'un simple plan à une véritable feuille de route temporelle qui soit à la fois précise et réaliste. Ah, les projets en retard. Qui n'a jamais connu ça? Des délais qui s'étirent à l'infini, des budgets qui partent en fumée, et ce stress qui monte. C'est tellement fréquent qu'on pourrait croire que c'est une fatalité. Mais en fait, non, ça ne l'est pas. La solution, elle n'est pas magique, elle est méthodique. Le guide PMBOK nous donne la définition. C'est un ensemble de processus pour tout simplement maîtriser le temps. C'est une approche structurée pour éviter le chaos. Voilà le programme. On commence par poser les règles du jeu, ensuite on va décomposer le travail, puis on va estimer combien de temps ça prend, après on assemble le tout et enfin on apprend à piloter la machine. Allez, on y va. Ok, première chose, avant même de rêver à la date de livraison, il y a une question fondamentale à se poser. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment on planifie? Comment on mesure? Comment on contrôle notre échéancier? Tout ça, c'est le rôle du plan de gestion. Ce plan, c'est un peu la constitution de notre projet. Il fixe des points essentiels. Est-ce qu'on va estimer au jour près ou à la semaine près? Est-ce qu'on va parler en heures ou en jour homme? Et surtout, comment on saura si on avance correctement? C'est ce cadre qui va assurer que tout le monde parle le même langage. Bon, les règles sont posées. Maintenant, on plonge dans le concret. Ça se passe en 2 étapes. D'abord, on liste absolument tout ce qu'il y a à faire et ensuite, on met toutes ces tâches dans le bon ordre. C'est le processus qu'on appelle définir les activités. L'idée, c'est de prendre les gros morceaux du projet, ce qu'on appelle les lots de travaux dans le jargon du WBS, et de les casser en actions toutes simples, toutes petites et bien concrètes. On ne dit plus construire une voiture, mais monter la portière gauche, installer le moteur, etc. Attention, petite précision importante ici. Il ne faut pas confondre une activité et un jalon. Un jalon, c'est comme un panneau sur l'autoroute, fin de la phase de conception. Ça ne prend pas de temps en soi, sa durée est de 0, mais ça marque le fait qu'on a franchi une étape clé. C'est un repère. Une fois qu'on a notre liste de tâches, il faut les ordonner. Et là, il y a 2 types de liens. Pensez à la construction d'une maison. La dépendance, obligatoire, la logique forte, c'est facile. On fait les fondations avant les murs. On n'a pas le choix. Et puis, il y a la logique souple, celle qu'on choisit. Par exemple, peindre les murs avant de poser le parquet. C'est une bonne pratique, c'est plus simple, mais techniquement, l'inverse serait possible. Ok, on a nos tâches, on a leur ordre. La grande question maintenant, c'est combien de temps pour chacune? Et attention, on ne sort pas la boule de cristal, c'est un vrai travail d'analyse. Le PMBOK insiste beaucoup là-dessus. On estime un effort, une période de temps, et non pas des jours sur un calendrier. La nuance est super importante. Une tâche qui demande 8 heures de travail peut très bien s'étaler sur 3 jours si la personne qui s'en occupe n'est pas disponible à 100%. Et le truc à retenir, c'est qu'une bonne estimation, ce n'est jamais un seul chiffre. C'est une fourchette. Ça pourrait prendre 2 semaines, plus ou moins 2 jours, par exemple. Ça reflète l'incertitude. Et pour gérer cette incertitude, on prévoit des réserves pour imprévus, une sorte de matelas de temps pour faire face aux pépins qu'on a pu anticiper. On arrive au grand moment. On a toutes les pièces de notre puzzle, les activités, comment elles s'enchaînent et combien de temps elles durent. Il est temps de tout assembler pour enfin voir à quoi ressemble notre échéancier final. Et le secret pour y arriver, ça peut paraître surprenant, mais c'est de trouver le chemin le plus long. Oui, le plus long. Ça semble bizarre, non? Mais en réalité, c'est cette chaîne d'activités la plus longue qui va nous donner la durée minimale de tout le projet. L'outil qui permet de faire ça, c'est la fameuse méthode du chemin critique, le CPM. Son but, c'est d'identifier la séquence d'activités qui, mise bout à bout, ne peut pas être compressée. C'est la colonne vertébrale du projet et c'est elle qui fixe la date de fin au plus tôt. Le point crucial à comprendre ici, c'est que les tâches sur ce chemin critique ont une marge totale de 0. Aucune flexibilité. C'est vraiment comme une ligne de domino. Si on en retarde un seul, ne serait-ce que d'un jour, toute la chaîne est retardée et la date de fin du projet recule d'autant. C'est pour ça qu'on doit surveiller ce chemin comme le lait sur le feu. Alors voilà, on a notre chemin critique, on a une date de fin, super. Mais, et si cette date est trop tardive? Si le client ou le sponsor nous impose une date plus proche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe aux techniques d'optimisation. Le PMBOK, on propose 2 principales. La première, la compression des délais, ou crashing. C'est simple, on met plus de ressources, plus d'argent, pour aller plus vite. Forcément, ça coûte plus cher. La deuxième, la mise en parallèle, ou fast-tracking, c'est un peu plus joueur. On fait des tâches en même temps, alors qu'elles devraient se suivre. Ça peut faire gagner du temps, mais ça augmente sérieusement le risque. Bref, c'est toujours un arbitrage entre temps, coût et risque. L'autre type d'optimisation concerne les gens.
Imaginez qu'un expert soit planifié sur 2 tâches en même temps. C'est impossible. Le nivellement des ressources va alors décaler une des tâches pour résoudre le conflit, même si ça doit allonger la durée totale du projet. Le lissage, c'est plus subtil. On va aussi déplacer les tâches, mais seulement à l'intérieur de leur marge de manœuvre, pour ne surtout pas impacter la date de fin. Mais attention, avoir un bel échéancier, ce n'est que la moitié du travail. Un plan qui reste dans un tiroir ne sert à rien. Il faut le faire vivre, le suivre, l'ajuster. On passe donc à la phase de pilotage. Un échéancier, ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est un outil de navigation. Le processus de maîtrise, c'est exactement ça. C'est vérifier en permanence où l'on en est par rapport au plan, gérer les changements de manière contrôlée et surtout s'assurer que tout le monde est au courant de la situation. Pour ça, on a toute une boîte à outils. Par exemple, l'analyse de la valeur acquise est un indicateur très puissant qui mélange l'avancement, le temps et le budget. Dans les mondes agiles, on adore les burn-down charts, ces graphiques très simples qui montrent la course entre le travail qu'il reste à faire et le temps qui passe. C'est super visuel. Et ça nous amène à un point absolument essentiel que le PMBOK rappelle bien. Gérer un échéancier, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres et de diagrammes de Gantt. C'est avant tout un exercice de communication. Parler aux gens, gérer leurs attentes, être transparent sur les avances comme sur les retards. C'est ça, la clé pour garder la confiance. Et pour conclure, une petite question à méditer. Cet échéancier, faut-il le voir comme un plan de fer, rigide, une sorte de dictature du calendrier, ou plutôt comme une boussole, un guide agile qui aide à s'orienter dans la complexité et l'imprévu d'un projet? La réponse qu'on apporte à cette question, finalement, elle définit toute une philosophie de gestion de projet.